Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut le gang, encore une fois dans la jungle des affaires. Ben oui, on va se faire plaisir, on va parler d'affaires, c'est sûr. On va parler aussi avec un être humain, Rodolphe Meunier, qui est avec nous. Salut Rodolphe. Alors, Jean? Comment ça va? Toujours bien. Deuxième entrevue. Et écoute, on abuse. Ben on abuse, écoute, on s'est vu, nous. Ça fait un petit bout, par exemple. Ça fait quelques mois. Ouais, on est proche d'un an et demi. Ouais, hein, un an et demi. Mais t'as pas trop vieilli, là? Non, c'est correct. Non. Ouais. Un petit peu de gris, là, Ça, c'est parfait. qui se pointe. Toi aussi, t'as l'air en pleine forme, c'est le fun. On essaye. Hey, mais avant qu'on entre en onde, tu me disais justement qu'à un moment donné, il faut relaxer un petit peu, puis il faut... Tu sais, comme entrepreneur, hein, on est comme un peu bizarre des fois. Et puis toi, ben, t'as vécu ça, t'as dit là, wow, t'es peu, on va y aller là, un peu plus mollo. Parce qu'on veut faire de 48 heures dans 24 heures. C'est un peu ça, hein? C'est pas mal ça, ouais. Ouais. Fatigant. Oui. Oui, le corps, il t'appelle, là. Ouais, le corps, oui, il te lâche le coup de fil. Ouais, écoute, Oui. La semaine dernière, j'étais à terre, là. Ouais. Puis... Ah oui, ça parle. J'étais rendu 12 heures par jour, 6 jours semaine. Mais là, t'es sur des beaux projets. Mais c'est le fun. C'est un peu ça, l'entrepreneur, c'est que c'est l'adrénaline qui nous pousse. Hein? Ben oui. Une chance. Hein? Une chance. Ouais. Ça serait long. Oui. Ben oui, on n'est pas fait pour... Ben, c'est drôle, je parlais ce matin avec une dame qui va venir bientôt en entrevue, puis elle me disait qu'elle a pris sa retraite à 46 ans parce qu'elle était fatiguée de travailler. Elle trouvait ça beaucoup, tu sais. Et puis, à 50 ans, elle vient d'acheter une entreprise. Alors, ça y manquait, l'action. On est de même un peu. Mais je suis sûr qu'elle le prend différemment. Ouais. L'expérience, Ben, hein. Elle va venir nous raconter ça. Alors, Génial. ben, tant mieux. Écoute, Ben oui. ça va être le fun. Rodolphe, nous autres, quand on s'était vus la première fois, ben, on avait parlé un peu de Halifax, là, puis le côté anglophone de ton entreprise. Tu vas nous replonger un petit peu dans ça. Puis moi, ce que j'avais retenu, puis c'est pour ça que je trouve ça le fun de te recevoir à nouveau, pour le bien des auditeurs, c'est que avec tes services, avec ton équipe, avec tes produits, avec ton soutien, on a comme objectif d'augmenter nos ventes. Puis il n'y a pas grand entrepreneur qui ne veut pas augmenter ses ventes. T'sais? C'est curieux, ça, comme question. C'est rare, hein? Ouais, mais pourquoi ils le font pas? Ouais, ben c'est ça l'affaire. Tu me disais... On va parler de ça, ouais. Ouais, tu me disais tantôt, parle-moi du 20%, là, je veux t'entendre là-dessus. Ouais, écoute... On a-tu un avion qui décolle en même temps que nous autres? Ouais, écoute, on est jet set. On est jet set. Qu'est-ce que je vous dis? Ben oui, écoute, moi, ça fait... Il y a 17-18 ans, il y a un article du Harvard Business Review qui me disait que les entreprises en B2B laissaient 20% de leur chiffre d'affaires chez leurs clients actuels pour plein de raisons. On n'a pas le temps de s'en occuper, on travaille sur les mauvaises choses, Et ça m'a allumé parce que c'est énorme. C'est comme... C'est un cinquième. C'est là, puis on va pas le ramasser. Ben oui. Donc, on a tout structuré dans notre organisation pour arrêter de laisser ce 20%-là qui dort dans l'entreprise ou que je donne à ma compétition. Mais il y a quelque chose qui se passe, tu comprends? Puis concrètement, ça ressemble à quoi? Donne-moi un exemple, mettons, on va dire... je comprends ton point, là, mais je veux qu'on aille... parce que c'est tellement important. Un exemple, toi, tu es venu en entrevue avec moi, t'es client dans l'engrenage, là. Il y a des montants, peut-être, que je pourrais aller, au lieu des services que je pourrais travailler avec toi pour te ramener comme client. Ou c'est un peu ça pour envelopper l'offre de service... Oui, il y a ça. Puis des fois, tu sais, le client, il t'appelle pour un besoin. Puis nous, comme êtres humains, on veut bien servir le besoin et on est focus sur le besoin. On n'est pas sur l'ensemble de l'organisation. Donc, est-ce que je vends tous mes produits et services à mon client? Pas pour en vendre plus. C'est parce que s'il l'achète, c'est qu'on crée de la valeur. Tu comprends? Donc, est-ce qu'il sait, dernièrement, écoute, j'ai un client qui me demandait, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble, est-ce que tu fais du recrutement? Ben oui, ça fait 10 ans que j'en fais, tu sais. Ben, j'en ai pas parlé. Tu comprends? Ouais. Parce que on est dans le feu du quotidien, on est ici. Donc... Et lui, s'il l'avait su, il serait peut-être pas allé chez le concurrent. Ben, une chance qu'il a eu le réflexe de m'en parler avant. Là. Avant, OK. Ben oui. Donc là, il est dans de bonnes mains. Mais... tu sais, c'est ça, en fait. On court, puis comme entrepreneur, quand on est dans la PME, puis plus elle est grosse, plus t'es loin aussi des ventes. Est-ce qu'on fait excusez l'anglicisme, upsell, cross-sell? Oui. C'est fondamental. Tu vois, ce matin, j'étais avec l'UOF, l'Université Ontario française, puis en train de parler de comment changer le customer service en vente interne.
parce que c'est beaucoup de contacts, c'est 7 fois plus de contacts qu'un vendeur externe. Comment on profite de cette réalité-là pour aller optimiser mes clients? Puis, je vais te dire une statistique toute simple. Un vendeur, en moyenne, là, qui est mal encadré, je dis pas que c'est leur faute parce que j'en connais pas qui travaillent pas. Non. Qui est mal encadré, mal supporté. On parlait des Jeux olympiques avant qu'on s'allume, tu sais. Il n'y a aucun champion olympique qui est arrivé tout seul sur le podium sans coach. Il y a des coachs. Ça n'existe pas. Absolument. Et en vente, c'est un peu le même principe. Oui. Si on remet 100% de la confiance à nos vendeurs puis on les laisse faire ce qu'ils peuvent dans le contexte, on sait qu'ils perdent à peu près une journée et demie par semaine de non-efficacité. Ça veut dire que si tu as 5 vendeurs, tu pars une semaine de vente par semaine. C'est énorme. C'est énorme. Pourquoi? Ben parce que on travaille pas sur des projets qualifiés. On a des petits clients qui en veulent plus que des gros clients. Du coup, je fais des survisites chez des clients fidèles qui me demandent trop d'énergie. L'espèce de 80-20? Oui. Hein, le Pareto? On n'est pas loin. Puis écoute, moi, je fais des statistiques depuis longtemps, mais j'aime bien. On a développé une plateforme qui fait ces calculs-là pour nous maintenant, mais on s'aperçoit que les 5 derniers pourcents de mon chiffre d'affaires, sont générés par plus de 50% de mes clients. Wow. Si j'ai 100 clients, j'en ai 50 qui m'amènent les 5 derniers pourcents de chiffre d'affaires. J'ai pas de problème avec ça. Le problème que j'ai, c'est que l'organisation prend 20% de son énergie, ressources humaines, temps, argent, pour aller chercher ce 5%-là. Donc, on a des organisations qui sont très occupées à bien faire les mauvaises choses. Donc, c'est intéressant. C'est pour ça qu'on va parler aujourd'hui, puis c'est pour ça que je voulais qu'on se parle de la robustesse. Oui. Ben oui, parce que là, la robustesse, c'est pas juste dans les sports. Non. De contact. Non. Il y a aussi la robustesse. Vas-y. Moi, je veux t'entendre là-dessus, ça m'intrigue. Écoute, il y a 18 mois, j'ai mis la main sur un essai d'un chercheur français, Olivier Hamon, qui faisait la différence entre la performance et la robustesse. C'est un biologiste qui parlait des plantes, où il disait, par exemple, les feuilles transforment moins de 1% des rayons soleil en oxygène, etc., etc. Donc, il n'y a pas de performance, mais les arbres existent depuis plus longtemps que les hommes, tu sais. Donc, on parle de robustesse. Donc, maintenant, quand on amène ça dans les organisations, j'aime bien sa définition. Il dit, la performance ne peut exister dans un environnement qui ne change pas avec des ressources infinies, alors que la robustesse existe dans un environnement en turbulence qui change avec des ressources finies. Ça te rappelle quelque chose, ça, 2024? Oui, on est-tu dedans, là? Ah oui. Hey. Donc, la performance est vouée à l'échec parce que tu veux toujours aller plus loin. Oui. Puis souvent, les organisations, c'est ça, aller plus loin. Aussi, c'est que l'être humain, là-dedans, ben lui, il tombe fatigué. Tout à fait. Donc, le fameux 10% de plus, 15% de plus, je veux doubler mon chiffre d'affaires en 5 ans. Oui. Tout est faisable. Le petit plus, là, 1 heure par jour, c'est rien, tu sais. Peut-être 2 heures par jour, tu sais. Puis là, ça continue. Ouais, 2 visites de plus par jour, puis ci, puis ça. Puis on met la pression sur une organisation qui sont des humains à la fin. Ah oui, tout à fait. Tu sais, depuis quelques années, on a rajouté comme indicateur de performance de finir l'année avec une équipe en santé. Parce que ça, c'est... Quand tu arrives à minuit, là, tu fais table rase et tu recommences à 0 le lendemain, hein, quand tu as fini ton année fiscale. Donc, si l'équipe n'est pas à 120% pour commencer l'année, tu es déjà en retard en partant. Tu comprends? Donc, la robustesse, en fait, je te dirais, le gros dada qu'on a depuis quelques années, quelques mois, en fait, quand j'ai pris conscience de ça, c'est que la robustesse, c'est la capacité de l'organisation à générer les mêmes performances année après année. Dirais-tu que c'est comme un peu genre de... c'est le fort, c'est la solidité de l'entreprise. Oui. Hein, Puis ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ça ne dépend pas des humains. Les humains changent dans les équipes. Oui. Mais ça ne devrait être jamais au détriment de la robustesse des ventes. Tu sais, donc, puis la robustesse des ventes, ça veut dire vendre mieux avec des meilleures marges, tu sais, consolider à chaque action la relation client, pas dépendre de ton compétiteur qui vient de couper les prix, pas dépendre juste des individus. À l'heure actuelle, dans la PME, puis pas toutes, tu sais, il y a eu beaucoup de changements dans les dernières années, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que on repose encore trop sur l'être humain dans la vente. C'est fondamental. Oui. Mais si on l'aide et qu'on le supporte... Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus? Il va y avoir une différence. Concrètement, mettons qu'on... Je vais donner une métaphore que j'utilise tout le temps. On est des gars, on peut parler de char. Hein? Ah oui, non, on parle de char. Formule 1. Formule 1, tu ne peux pas être sur le podium si tu as une voiture qui n'est pas bonne. Non, ça c'est sûr.
Mais par contre, on a vu des pilotes moyens Oui. en Mercedes qui se retrouvent sur le podium. Oui. Donc, la robustesse de l'organisation en arrière du pilote, qui est pour moi le vendeur, fait une grande différence sur ta capacité à te retrouver sur le podium le dimanche. Ça veut dire qu'à conducteur égal, s'il y a une meilleure voiture, il va être plus performant. L'an dernier, on avait un 7-tube champion du monde, on le nommera pas, qui s'est trouvé en moyenne dans les 11-12e places. Ouais. C'était le meilleur, c'est le meilleur pilote au monde. Absolument. Mais sa voiture suivait pas. Alors qu'il y en a qui n'étaient pas le meilleur pilote du monde, puis qui se sont retrouvés 2 fois sur 3 sur le podium. Oui. Donc, comment on peut amener cette philosophie-là dans une organisation vente? Ben, par la structure, par des processus, et surtout par amener des choses qui vont préparer l'avenir. Amener l'équipe sur le terrain le plus propice pour gagner le dimanche. Et c'est ça la robustesse. Jusqu'à quel point, si je change mon équipe du jour au lendemain parce qu'ils ont gagné les 70 millions puis bye-bye boss, là, je mets à risque mon organisation. Dans les opérations, on ne fait pas ça. Hein. Dans les opérations, on a un ERP, on a des systèmes. Je change de directeur d'usine. Ça paraît pas. C'est plate, on l'aimait bien, mais le prochain va améliorer les processus. Exact. Quand je change de directeur des ventes, des fois, celui qui parle, hein, il part avec tout. Hein. Son knowledge, son savoir, sa façon de travailler, sa façon de coaching. Son charisme. Oui, son knowledge. Puis quand tu arrives dans une organisation avec manufacturière, pour prendre un exemple, tu vas voir dans leur MRP, dans leur système d'opération, et les processus sont bien établis. Quand tu vas voir dans le CRM, je ne veux pas ouvrir ce dossier-là aujourd'hui. On va se fâcher. Non, mais t'as tellement raison. Donc, c'est vers là. Puis, ça ne veut pas dire de tout robotiser l'entreprise. Surtout pas. Parce que concrètement, si tu n'as pas de pilote, la voiture, elle sortira jamais du garage. Ouais, tu comprends? Ça, c'est vrai. Ça, c'est fondamental. Oui. Oui. Concrètement, c'est quoi tu implantes rapidement? Qu'est-ce que tu vois le plus vite, là? Comme défaillance, exemple, dans une... Mettons, tu t'en viens dans mon entreprise pour me coacher, pour m'accompagner. Écoute, on a développé dans notre plateforme un diagnostic sur la robustesse. On pose 206 questions. Ouais. En fait, on évalue 206 éléments qui devraient être dans une fonction vente performante. Et en plus, on l'indexe, ou si tu veux, on met nos lunettes de stratégie. Si ma stratégie, c'est développer des nouveaux pays, ben, je vais indexer ma note de l'indice de maturité, de robustesse, en fonction de comment tu vas répondre. C'est bon, ça. 2 constats. Tous les managers, tous les gestionnaires de vente, quand ils passent le questionnaire sur les 206 éléments, c'est un choc. Ah oui? Parce qu'ils ne savaient pas qu'il fallait faire tout ça. Ah oui. Tu comprends? Puis, on le fait passer aussi au DG, au vice-président vente, au président de l'organisation, parce qu'on veut voir, est-ce que vous avez la même vision de votre structure des ventes? Ça arrive à peu près jamais. Donc, comment veux-tu améliorer quelque chose? Ça, on parle de la robustesse, là? Oui, avec 3 cerveaux, puis ils ne voient pas la même chose. Tu sais, je leur dis, vous vivez dans la même maison, mais il y en a un qui dit, il y a 2 salles de bain. Là, tu dis, non, il n'y en a qu'une. Maintenant, il y a une douche. Maintenant, il y a une baignoire. L'autre, il dit, il fait chaud. L'autre, il dit, il fait froid. Coudonc, vous vivez où, là? Tu comprends? Non. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'après, vu qu'on demande les stratégies, ben, tu t'aperçois qu'il y a un manque de cohérence et d'alignement dans le head, dans le haut de la vente. Comment veux-tu que dans l'équipe, sur le terrain, après, ça soit aligné? Qui nous a permis, l'an dernier, on a sorti maintenant l'indice de cohérence et la capacité de dire, OK, manager, tu m'as dit que ta robustesse, elle est comme ça. Maman, on va la mesurer sur le terrain si c'est vrai. Ah oui? T'as les outils maintenant pour ça? Oui, on a les outils pour le faire et qui nous permet de cibler très rapidement c'est lequel de piliers ou les fondamentaux de ta maison vente qui manque le premier pour construire la robustesse. On travaillera les habiletés, c'est super important. Je ne dis pas que c'est pas important, mais c'est la somme des deux. Tu sais, donc la robustesse, pour nous, la définition de la robustesse, c'est la capacité à avoir une structure qui se mesure, qui s'améliore avec une équipe performante qui a toutes les habiletés. Ça veut dire que mon gestionnaire des ventes, là, il doit être un architecte ingénieur pour construire sa bâtisse, sa pyramide éternelle, et il doit être le meilleur coach pour développer ça. Et là, tu es sûr que tous les dimanches, tu es sur le podium, parce qu'en vente, sur le podium, il y a une place, il n'y en a pas 3. Donc, comment tu fais pour t'amener là? Et c'est un discours qui plaît aux organisations parce que la performance, d'abord, c'est galvaudé. Ça veut quoi? Ça veut dire quoi? Ça commence où? Ça finit où? C'est le chiffre du bas qui est important pour le chiffre du haut. Tout à fait. Et dans les évaluations maintenant des entreprises, parce que j'écoute depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois, puis toi, tu entends parler des entreprises qui sont à vendre, des entreprises qui veulent, tu sais, il y a de la consolidation dans différents marchés.
Et maintenant, dans la valeur de l'organisation, nos amis, les financiers comptables, commencent à mesurer la capacité à reproduire le même chiffre d'affaires. Ouais. Est-ce qu'il y aura un lien avec la robustesse? Peut-être. Même les franchises aussi font ça. Ça sert beaucoup. Ben oui. Donc, quand j'ai des organisations où il y avait des chefs d'entreprise qui disent « je serais prêt à laisser, comment je peux valoriser mon organisation ?» Je dis « on va se donner un 24 mois, puis on va construire la robustesse. » Donc, tu vas vendre à Régent. Tu dis « Régent, oui, j'ai fait 8 millions à 12%, mais ce que je te vends, moi, c'est la capacité de l'organisation à générer 8 millions année après année. » À le reproduire. Puis c'est ça que tu achètes, toi, comme repreneur. Oui, ben oui. Tu achètes le futur, le passé. Absolument. Tout late. Tu fais un chèque, puis c'est fini. Là. C'est fini. Il part avec ton chèque. Là. Comment je construis l'avenir? C'est ça qui est intéressant. Fait que ta clientèle, c'est-tu plus des gens qui ont l'intention éventuellement de vendre Elle est très représentative de la PME québécoise, je te dirais. Oui. Donc, on en a en forte croissance. On en a 5 à 50 employés? On est plutôt 5 à 250 employés. Ah oui. Puis on a tout un volet. Parce que la PME, ça va jusqu'à combien? Question niaiseuse. Tu sais, quand on dit PME, on dit PME, une 10, 15, à aller jusqu'à 200 employés. On est-tu encore une PME à 200 employés? Oui. Veux-tu ma réponse à moi ou une réponse correcte? Vas-y comme tu files. On est dans une organisation qui fait plusieurs milliards, là, puis c'est géré comme une PME. C'est une mentalité. Ah, je comprends. C'est une mentalité. C'est un positionnement. Quand les gens disent, je sais pas moi, les 100 PME qui ont été les plus performantes dans la dernière année, ils doivent aller chercher un créneau. Combien d'employés, tu sais, c'est un peu ça. Ou je te dirais. Peut-être que c'est en fonction du chiffre. Après, ça dépend si tu es en service, en distribution, en manufacturier, tu comprends, c'est compliqué. Mais comme tantôt, tu parlais de la vente. On parle de l'humain qui vend, mais il y a aussi la publicité qui te vend. Il y a aussi l'image. Tu sais, là, je ne veux pas tomber dans le marketing, là, parce que... mais ça reste que... C'est pas notre job, mais ça reste notre job quelque part. C'est parce que c'est là qu'on peut augmenter des ventes. C'est pas pour rien qu'ils ont des porte-paroles dans le sport, les vêtements, les voitures de luxe. Tous les trade shows qu'on fait aux États-Unis ou partout en Europe, il y en a de plus en plus des gros, moins, mais de plus en plus gros. Ça fait partie d'eux. Ça fait partie de la vente, l'image. Puis tu sais quoi, en 2024, c'est quasiment l'un des rares endroits où tu peux aller voir tes clients. Ils veulent plus te voir maintenant. Ouais. Tu sais, sur Teams, sur Zoom, là, puis ils sont jamais à la maison, ou souvent à la maison, pas au bureau, puis c'est correct. Là. Ah ouais. Mais comme vendeur, à un moment donné, d'être face à face, ce que j'appelle moi le vrai B2B, le bedaine à bedaine. Le bedaine à bedaine. Oh, on avait dit ça quand tu étais venu. Hein? Ouais. Donc, moi, j'y crois encore, là, mais ça fait partie des choses. Puis en effet, de se positionner. Tu sais, au Québec, on a une grande force, c'est qu'on a une capacité de s'adapter. On a une capacité, ça doit venir de notre histoire, etc., à innover, à amener des nouvelles choses. Et on est fort là-dedans, puis il faut en abuser. Oui. Parce qu'on ne peut pas se battre contre des coûts. Donc, il faut travailler sur la relation client. Nous, on travaille beaucoup sur la relation client, la capacité à créer de la valeur chez ton client, à l'amener comme... On a un critère de performance maintenant, c'est ta capacité à passer d'un prospect à un partenaire. Oui, de l'upgrade, tu sais. Puis un partenaire, c'est que quand ça va mal, il va t'appeler. Quand ça va bien, il va t'appeler. Tu comprends? Il a un projet. C'est plus qu'un client, là. C'est plus qu'un client. Puis quand vous avez d'excellents clients, le fait de passer partenaire, c'est win-win des deux côtés parce que vous optimisez vos coûts, vous optimisez votre structure et on vient d'accélérer le processus. Parce que à la fin de l'histoire, moi, comme organisation, n'importe quelle organisation, son seul objectif, c'est d'aider son client à être meilleur dans son marché. Ah oui. Il faut penser tout le temps comme ça. Ben oui. Là, il y a du nouveau là, qui s'en vient. Là, parce que là, English talking. Ouais, English talking. Non, mais c'est parce que c'est le langage entrepreneurial universel, on va dire. Hein? Tout à fait. Parle-moi de Halifax, Celsius. Là, je veux que... Quand on s'était parlé, on était là-dedans. Tu lançais, là. Non. Ça s'en venait. Ça s'en venait. Ouais. Là, c'est fait. Ça fait depuis novembre 2022. J'ai partagé mon organisation 50-50. Il paraît qu'il ne faut jamais faire ça. En plus, avec des Français. Ah oui, c'est les Français. J'aime ça, les risques. J'aime ça, prendre des risques. Mais non.
Halifax, c'est un des leaders mondiaux en formation, développement des skills, des talents, au niveau de la coach, au niveau de la vente, uniquement de la vente. On parle de 15-20 000 personnes formées par année. Wow. Ils ont des filiales partout sur la planète. On est la dernière filiale BU Amérique du Nord, en fait. Ils cherchaient quelqu'un en Amérique du Nord. Et donc, nous, ça faisait 6 ans qu'on distribuait leurs produits, etc. Puis là, on est rendu vraiment leur... Donc, on reste... Partenaire? Oui, on est partenaire, Hein? Ben c'est oui. clair. Eux autres, ils ont compris. Oui, Hein? ils ont compris. Donc là, on développe toute l'Amérique du Nord. On garde notre ADN, PME, À Québec, l'intérieur, une entreprise Celsius. à l'intérieur Ouais, d'une autre. parce que pour moi, c'est la vraie vie de l'entrepreneur. Tu sais. Ouais. Quand tu rentres dans les grandes organisations, c'est... Oh, je ne le dirais pas, mais c'est un peu plus politique, structure, tu sais, c'est un peu plus compliqué. Donc là, on va rentrer avec des formations, on va rentrer... Puis, grâce à Halifax, on est rentré dans des multinationales qui ont des filiales au Québec. C'est des entreprises qui font plusieurs milliards de chiffres d'affaires sur la planète, là. Puis ça nous a permis d'aller toucher à ce public-là. Puis eux, de leur côté, Halifax, ce sont des experts en vente, en conseil sur le développement des habiletés des équipes. Mais nous, on leur amène tout le volet structure qu'ils n'avaient pas, en fait. La robustesse? La robustesse. Et je te dirais que depuis... Peut-être tu vas me le dire, puis tu l'as entendu avec les entrepreneurs que tu t'interroges. C'est peut-être la question que tu pourras poser au prochain. Mais j'entends souvent, est-ce que j'ai encore la bonne force de vente pour passer à travers, pour le futur? Est-ce que ce que j'ai là, ça va m'amener ailleurs? Est-ce qu'il faut que je la fasse évoluer? J'ai 2 membres qui, ce matin encore, j'ai 2 membres qui partent à la retraite, un Québec et un Ontario. Est-ce que c'est le moment de repenser à ma rémunération, ma structure, le style d'équipe que je veux, inside, mes vendeurs internes, mes vendeurs externes, comment je travaille là-dessus? C'est de la robustesse. Ben, est-ce que la maison que j'ai construite il y a 15 ans, c'est encore la bonne maison pour les prochaines années? Faut-tu du bigénérationnel? On se pose cette question-là. Je m'amuse tellement parce qu'on est équipé pour ça. Là, on a toujours été construit pour ça. Là. Mais il faut que tu t'adaptes un peu aussi comme entreprise. Ben, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Puis nous, on s'est adapté. Je dis toujours, pourquoi on ferait affaire avec vous? Je dis, ben, écoutez, nous, on n'a aucune prétention à part le fait d'avoir développé et aller chercher des ingrédients qui marchent. La recette, je peux pas l'écrire. On va l'écrire ensemble. Je sais pas d'où vous partez, où est-ce que vous voulez aller. Ben, c'est ça, quoi, du consulting, hein? Exact. Tu deviens comme partie prenante de l'entreprise. J'adorerais ça avoir une recette. Hein. J'aurais écrit le livre, là, puis t'en parlerai tout le temps dans ton podcast. Là, puis je serais dans mon bateau. Tu vendrais ton livre, puis tu resterais dans ton bateau, puis on aurait juste à lire le livre. C'est ça. Pourtant, des livres en vente, il y en a pas mal. Hein? Oui. Il est où le Ricardo de la vente? On ne sait pas, là, mais... mais tu sais, la vente, puis c'est drôle puis je suis tellement content parce que tu le sais, tu me connais un peu, on nage là-dedans, comme des petits poissons dans l'eau, là, la vente. Puis le réseautage, la vente, c'est cousin-cousine, tu sais, c'est proche-proche, là. C'est-à-dire, si tu veux faire du beau réseautage de qualité, ben faut que tu réussisses à te vendre. Mais ton objectif, un coup que tu t'es vendu, ben c'est de vendre tes produits, tes services, tu sais, parce que là, faut que tu fasses de l'argent. On est en affaires pour faire de l'argent. Mais moi, la vente, mettons qu'on dit, en moi pis toi, là, aujourd'hui, là, on prend l'axe de la vente, on va l'appeler même. Moi, j'appelle ça la fonction vente dans l'organisation. La fonction vente dans l'entreprise. Puis on va sortir, mettons, exemple, les trois clés majeures. Mettons qu'on est moi puis toi, on est en affaires, on dit OK, parfait, on a été coaché avec Rodolphe, toute l'équipe. On veut savoir les 3 grandes clés. Parce que souvent, l'entrepreneur, il part, il se dit c'est où que je manque, là? Tu sais, tant qu'il ne t'engage pas, puis tant qu'il n'utilise pas tes conseils, si on avait 3 grandes clés, mettons, à donner. Ben, tu sais, la première clé, toutes les startups l'ont. Ouais. Tous ceux qui ont commencé une entreprise l'ont parce qu'ils ont identifié un besoin, ils ont créé un produit-solution. Besoin. OK? Quand j'ai grandi, je me suis éloigné de cette réalité-là. Oui. Donc, la première chose, la clé du succès sur laquelle nous, on met tout le focus dans nos interventions, c'est la cible, qualification cible. Qualifier ton client, qualifier le projet, qualifier ton client, qualifier ton opportunité. Tu sais, je peux pas croire qu'il y a encore des organisations qui ont des taux de succès de 20%. Ça veut dire que 80% du temps, tu travailles, tu mets ça à la poubelle. Pourquoi? Ben parce que tu qualifies pas, ça va vite. Tu sais, puis c'est pas qu'ils veulent mal faire, mais des fois, on a une boulimie de l'opportunité, on a une boulimie des clients.
On a une boulimie des pays. Tu sais, il y a des entreprises, ils sont dans 12 pays, puis tu arrives, tu dis, mais t'envoies une palette par année, elle te coûte 50 000 $ cette palette que tu l'envoies. Pourquoi tu ne pas mettre au Québec avant? Tu fais des bottes de ski puis des skis, mais tu veux les vendre en, je sais pas moi, en Afrique. Hein. Par exemple. Ben, quoi qu'ils font du ski sur les dunes. Non, mais je comprends. Mais c'est vrai, à cette heure, ils en font dans le sable. Ouais. Mais c'est un peu ça, là. C'est de savoir vraiment... On dilue notre énergie. Oui. Comme organisation. Puis, des fois, quand tu es une petite organisation, tu n'as pas le choix parce que, tu sais, il faut vivre. Ben oui. Donc, mais quand tu grandis, il faut être de plus en plus sélectif. C'est clair. Tu sais, quand j'étais en stratégie d'affaires avant, on disait, la première chose que t'oblige à faire une stratégie, c'est de dire non. Parce que tu renonces à quelque chose pour aller ailleurs. Ouais. OK? En vente, c'est pareil. Il faut être capable de dire non à un client, non à une opportunité, le justifier pourquoi, parce que ça va nuire à ton organisation, parce que tu n'es pas le moins cher. Tu cherches un coût, c'est pas moi. Tu vas pas trouver ma valeur. Mais malheureusement, des fois, parce que j'ai mon vendeur qui est payé à la commission, par-ci, par-là, je vais le prendre l'opportunité. Parce que c'est la fin du mois. Parce que c'est la fin du mois, puis je vais laisser 10, 15, 20%. Donc, qualification, pour moi, c'est fondamental. Où est-ce que je mets... Un vendeur, ça ne peut que générer que 40 heures semaine. Ouais. Puis après, il y a les extras, là, ça c'est prime time, là, quand je parle au client. Oui. Mais il peut que gérer que son agenda. Donc, si je ne suis pas en contrôle de mon agenda, si à chaque heure, je n'amène pas de la valeur à mon organisation, à mon client et à moi-même, il faut se poser des questions. C'est ça l'optimisation. Puis je ne dis pas qu'il faut être un ayatollah de l'heure, mais ça doit faire partie des indicateurs. La gestion du temps, absolument, comme entrepreneur. Mettons qu'on revient à la la deuxième clé. Arrêter de perdre de l'argent. Oh! La marge. La marge. Je laisse du profit sur la table? 20%. Ah! Puis... Quand tu disais tantôt, je laisse 20%, c'était pas vraiment... On parlait pas de profit, on parlait plus de vente. De vente, oui. De chiffre d'affaires. Nous, on regarde que si tu fais 1 million de chiffre d'affaires... Oui. Il y a 200 000... En faisant mieux les choses que tu fais, et en les mesurant... Tu sais, j'avais un consultant qui me disait, si tu fais des push-ups et que tu les comptes pas, tu vas t'arrêter à 19. Si tu les comptes, tu t'arrêteras jamais à 19. Ouais. Tu comprends? Ouais. Donc, c'est ça. Quand tu commences à mesurer les actions, à mesurer le potentiel de mes clients, dis, hey, je fais 300 000, mais je pourrais faire 400 000 avec lui. Puis, il m'aime déjà. Versus quelqu'un que je connais pas, ça va me prendre 14 fois plus d'énergie pour aller le chercher. Parce que d'aller chercher un nouveau client, parce que ça fait partie de mes questions. Ben oui. Mais il faut tasser un compétiteur. Oui. En plus, oui. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un... Parce que lui, il a déjà une habitude d'achat ailleurs. Il faut que quelqu'un dans une organisation prenne la décision de changer. Ben oui, tout à fait. C'est une grosse décision. Hein? Ben oui. Donc, il y a cette partie-là qui est... arrêter de perdre du temps. La marge. Oui, arrêter de perdre du temps. Donc, ça, c'est le 20% de chiffre d'affaires. Et Halifax, ça fait maintenant, ça fait 20 ans qu'ils forment à la négociation des multinationales, là, tu sais, les pharmaceutiques, blablabla. Oui. Et en moyenne, ils augmentent quasiment à la fin de la formation ou quelques mois après, quelques semaines après, 20% la marge. Fait que c'est pas une dépense, c'est un investissement. Hein? Non, mais souvent, les gens vont dire hey! La dernière formation que j'ai faite sur la négo, là, après 2 demi-journées, ils avaient sauvé 250 000 de marge. Ben oui. Ça, c'est directement dans la poche. Oui, c'est du profit. Pourquoi? Ah, bon. Ça y est, je ne l'ai pas branché. Pas grave. Tu sais quel est le pire négociateur dans une organisation? Le pire négociateur. Celui qui laisse le plus d'argent sur la table dans une organisation. Ben, c'est le patron. C'est l'organisation. Ouais. Combien de fois j'entends « Ouais, c'est trop cher, le client, il ne voudra pas. On peut-tu enlever 10%? » Tu décides pour le client? Pourquoi tu prends la job au client? Ouais. C'est sa job à lui. Oui. C'est à lui de décider, laisse-le faire. Puis en plus, tu enlèves 10%, tu lui fais un cadeau, il ne sait même pas. Il ne peut même pas le déballer. Il n'y a rien de plus plate que d'arriver à Noël puis d'avoir tous tes paquets déballés. Tu sais, laisse-le, le client, travailler. Laisse-le travailler, laisse-le puis aller réagir. chercher son rabais. Oui, en fait, moi, c'est un mot que je peux pas dire, tu sais. Ouais. Voldemort, je suis à l'aise, mais l'autre, je suis pas capable. Non. Le mot rabais, hein? C'est... Pas en B2B. Non. Pas en B2B. On est en échange de services. Oui. Donc, c'est toute la notion de si tu veux un 5%, qu'est-ce que tu vas me donner en échange? Ah ben oui, okay? Tout à fait. Est-ce que c'est du volume? Est-ce que c'est une exclusivité? Est-ce que c'est de la visibilité? Est-ce que si? Est-ce que ça? Donc, il y a toute une réalité qu'on forme. Puis, moi, ça fait 5-6 ans que je forme sur la négo, là. Puis, je te dis, des multinationales à de la PME,
il laisse tellement d'argent sur la table. Puis notre troisième clé, on irait avec le bon tableau de bord. Le bon tableau de bord. Un tableau de bord en vente. Là, c'est un scoop que je te donne. Ben oui, let's go, j'aime ça, les scoops. Est-ce que t'es prêt, là? Ah oui, je suis prêt. Puis là, t'as une vidéo, on voit que t'es assis. Ah là, ben oui. c'est vrai, là, il n'y a rien qui trompe. Là, je peux pas tomber, là. Un tableau de bord de vente, là, c'est 80% des indicateurs sur les actions. C'est les actions qui génèrent des résultats. Trop souvent, on a C'est les actions qui génèrent les résultats. Ouais, donc, trop souvent, on a des indicateurs de performance qui sont basés sur des résultats. Les résultats, c'est le passé et l'équipe de vente travaille sur le futur. Donc, si j'ai un tableau de bord, donc 80% des actions, des indicateurs sont basés sur le futur. C'est-à-dire, combien de prospects tu vas rencontrer dans le prochain mois? Combien de fois tu vas parler du nouveau produit-service? Comment tu vas faire pour évaluer dans tes 15 prochaines visites tout le potentiel de ton client? Réfléchir tout le temps dans le futur. Et comme par hasard, quand tu penses avec ton indicateur, d'ailleurs, on commence maintenant comme ça, nos interventions, on commence par construire le tableau de bord, idéal. En partant. En partant. Et comme par hasard, quand tu as des indicateurs, il faut mettre des processus pour les alimenter. Puis quand tu as un processus pour les alimenter, ben, on est capable de le documenter dans le CRM. Et là, on commence à avoir dans le CRM une vision du futur. Ton équipe de vente, là, c'est l'équipe que tu envoies pour débroussailler en premier un terrain. Et tu leur demandes tous les vendredis de documenter ce qu'ils ont fait dans le passé, alors que tu les as engagés parce que c'est des gens qui voient dans le futur. Pourquoi ça ne marche pas, les CRM? Parce qu'on demande à des gens qui avancent de leur dire qu'est-ce qui s'est passé. Alors que si on leur demande dans leur CRM de nous dire où est-ce que vous vous en allez, qu'est-ce que vous allez faire, moi, comme coach, là, c'est extraordinaire. Je sais exactement où amener de la valeur à l'équipe, comment les accompagner, les coacher. T'as-tu tout ce qu'il faut pour y aller? T'as une grosse négo dans 2 semaines. Comment on peut t'aider? Faire une simulation, ça, c'est un truc assez incroyable quand même. On fait des simulations de vente beaucoup. Okay? T'as quelqu'un qui fait l'acheteur, exemple? En fait, avant une formation de vente ou de négo, on fait une simulation. Donc, on construit une simulation avec le manager. Okay. On fait une simulation, le manager joue le rôle du client. Le vendeur joue le rôle du vendeur, puis nous, on joue le rôle de coach. C'est un one-to-one. On est en huis clos, ça nous appartient. Tout ce qui se dit là-dedans. On fait la formation, puis on fait la même simulation après. Prise de conscience du coach des écarts et de la différence. J'ai 8 vendeurs, il n'y en a pas un qui vend pareil. Non, c'est clair. Ça veut dire que le meilleur vendeur, il est quelque part. Il faut juste le documenter. Il faut le trouver. OK? Et donc, cette simulation-là, c'est une prise de conscience. Ce que j'appelle, j'ouvre le chakra de l'apprentissage. Puis là, on commence à travailler. Mais ça doit être tellement... Les gens doivent adorer ça, là. C'est incroyable. Ben oui. C'est incroyable. Mais, tu sais quoi, ça se fait pas dans les organisations. C'est comme si... on parlait de hockey tout à l'heure, là. Oui. C'est comme si tu disais, tu sais, j'ai pas le temps de m'entraîner parce que j'ai match dimanche, là. Ben oui, c'est ça. Alors que un c'est sportif, il passe 95% de son temps à s'entraîner. À s'entraîner, ben oui. Puis, un vendeur, c'est des revenus, c'est de la marge, c'est faire vivre une organisation, il y a beaucoup de choses. Comment ça se fait qu'on n'ait pas ce réflexe-là? Il y en a qui le font. Et comme par hasard, il n'y a rien de pire. C'est hyper désagréable de faire une simulation. Je ne dis pas que c'est agréable, tu sais. Mais à force de le faire, à un moment donné, c'est rendu des grandes organisations, il y en a beaucoup qui le font. Mais quand moi, comme manager, je sais que j'envoie les gens négocier un grand... Je sais que je l'ai équipé pour aller. Tu comprends? On n'a pas parlé du passé, on a parlé du futur. Ben oui. Ben oui. Donc, si ton CRM t'indique où est-ce que tu t'en vas, ben moi, comme manager... Où est-ce que tu étais? Exact. Puis si, comme manager, on sait où est-ce qu'on s'en va, ben je vais pouvoir me réaligner. Tu sais, si tu fais un Québec-Saint-Malo, là, si t'as pas de boussole, là, tu ne te rendras jamais, d'abord. Puis c'est pas vrai que tu feras une ligne droite. Il va se passer 1 milliard de trucs. Ah, tout à fait. Mais si tu sais où tu t'en vas et que tu es toujours en train de regarder ce qui s'en vient... Si tu regardes toujours en arrière, là... Non. Tu vas te retrouver à Québec? Ben oui, tu vas revenir en avant du château. Ou dans un iceberg à côté du Titanic. Tu vas revenir en avant du château. Mais c'est vrai, j'aime ça parce que tu parles de... C'est logique. C'est pas où ce qu'on était, c'est où ce qu'on va. Hein? Tu sais, je dis toujours à mes clients... L'année passée, t'as vendu combien? Non, cette année, je m'en vais là. Hein? Tout à fait. Mais comment on fait? Ben, je sais pas. C'est quoi le potentiel de ton portefeuille de clients? Ben oui. Ah ben, je sais pas. Ben, va le demander au client. Puis c'est quoi le 20 qu'on laisse traîner? Il est où? On va aller le fouiller? On va aller... Tout à fait. Ça, tu apportes les outils concrètement aussi? Oui, on construit les outils avec le client. Qu'est-ce que ça peut ressembler? Je veux pas qu'on tombe dans une formation technique, mais qu'est-ce que ça peut ressembler, exemple, d'aller chercher le 20 qui manque? Comment tu peux amener la personne à être sensible à ça?
On enlève toutes les... le fameux dont je te parlais, 50% de mes clients qui amènent 5% de mon chiffre d'affaires et qui prend 20% de mon énergie. Oui. On va pas les flusher, là. On les aime pareil. Ben oui. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer l'impact dans l'organisation. C'est qu'on va faire des processus, on va les transférer, on va développer un service de vente à l'interne qui vont s'en occuper beaucoup mieux que les vendeurs parce que les vendeurs sont sur la route, ils n'ont pas accès aux données. Donc, c'est une masse de... Tu prends 50%. Service à la clientèle. Service à la clientèle, vente interne, on s'en occupe, etc., etc. Moi, j'ai des clients, quand ils ont pris conscience de ça, ils ont développé un site web transactionnel. Ils ont dit, tous les clients qui sont en dessous de temps, maintenant, ils commandent tous sur Internet, puis on vous donne 20% de rabais. Hein? Puis quand ils appelaient au service à la clientèle, la personne à sa clientèle les guidait à travers le site Internet pour commander eux-mêmes. On avait 8 personnes au service à la clientèle qui faisaient que répondre à des petits clients. Maintenant, on a 8 personnes qui sont proactifs et qui aident les vendeurs sur la route à aller chercher de nouveaux clients puis grandir avec les clients. On a juste mis le focus à la bonne place. Tout à fait, absolument. Donc, tu sais, si tu vas chez Bureau en gros puis tu vas acheter un stylo bleu puis tu veux dire, moi, j'aimerais ça avoir mon nom dessus qui s'allume, là. Je pense qu'ils vont te regarder bizarrement. Ils vont te donner des pilules, hein, parler des pilules, Laurent, là. Oui. Alors que si tu vas voir Bureau en gros, tu dis, moi, j'en veux 5 millions avec mon nom, là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va s'asseoir avec toi. Oui, c'est sûr, il va t'écouter. Puis des fois, on ne fait pas la différence dans une organisation, le 1 stylo ou le 1.5, parce qu'on est intrinsèquement gentil et on veut servir nos gens. Ben oui. Tu comprends? On se dit encore, le client va peut-être m'en amener 2 ou peut-être ce client-là, on ne le sait pas. Puis dans notre étude, justement, dans la plateforme qu'on a développée, on regarde dans les 3 dernières années, puis on démontre qu'un petit client, il reste un petit client. Oui? Oui. Ah oui? Parce que j'ai eu ces questions-là. Là. Quand on dit souvent, des fois, on va dire un petit client peut devenir grand. Non. Oui? Non? Non. Oui, il peut s'il y a un changement structurel. Mais c'est rare, là. On est dans la relève, ou etc., etc. Ouais. Mais on est dans le 5-10%. Wow. Puis vas-tu passer tout ton temps auprès de ces clients-là, si tu as 100 petits clients, en espérant qu'il y en a un qui va bourgeonner, alors que tu en as plein qui sont déjà en fleurs? Tu comprends? Parce que tu es limité en temps. La robustesse, c'est le concept que tu as des ressources limitées dans un environnement qui bouge. Où est-ce que tu les mets? Ça veut dire que mon 20-80, il tient encore la route, là. C'est que je vais mettre 20% de mon temps à la place de mettre 80% sur, justement, le 20%, le 80% qui me rapporte. On libère du temps dans la semaine de nos équipes de vente pour mieux s'occuper des clients à fort potentiel et commencer à faire de la prospection. Parce que la prospection, moi j'ai une philosophie, c'est de l'homéopathie, c'est une petite granule tous les jours. Ouais. Non pas 2 chimios par année parce qu'on en perd nos cheveux. Okay? Ouais. Donc, il faut jamais arrêter la prospection. Mais si tu mets une structure en place robuste pour aller optimiser tes partenariats avec tes clients payants, etc., ben, le prochain nouveau qui va arriver, il va arriver dans une structure qui est hyper optimisée. Donc, quand il va mettre le pied chez vous, on va l'accompagner et il va goûter à toute la valeur de ce qu'on peut lui amener, puis il va devenir addict jusqu'à ce que devenir un partenaire. Tu sais, ça a l'air beau quand on dit ça, là. Ça se fait pas d'un claquement de doigts. Tu parlais tantôt d'un 0,24 mois. À peu près. Hein? Ouais, pour mettre les choses en place, la structure, etc., etc. Mais on va chercher des gains très rapides et les permettre de payer vos services. Des fois, ça peut être le fun. On est payé? Non, mais ça peut être. Ben oui. Hein, question. Ben oui. Je sais pas, moi, j'ai un mandat avec toi pour 18 mois, exemple, puis dans les 6 premiers mois, j'ai réussi à combler, exemple, ce que ça me coûte. Je dis n'importe quoi, mais tu comprends l'idée? Tu sais, moi, je fais le parallèle. C'est d'avoir des retours rapides. On laisse 20% de notre chiffre d'affaires chez nos clients et on a démontré qu'on laisse à peu près 20% de notre marge. Quand tu fais l'équation, à la fin, c'est 44% de ta marge. C'est ça, j'allais dire, un plus l'autre. C'est 44% de ta marge que tu laisses tous les jours sur la table. Ça fait une différence sur l'investissement, sur l'accélération de l'organisation. Tu sais, parce que le but, c'est... L'expansion aussi. Ben oui, l'expansion d'avoir vraiment un pouvoir pour aller développer l'Ontario, les États-Unis, l'Europe. Tu sais, il y a beaucoup de choses encore à développer, l'Amérique latine. On parle de l'Afrique qui est en train d'exploser. Tu sais, ben ça prend des moyens. Est-ce que tu as des clients qui veulent aller justement patauger dans d'autres pays ou le contraire des fois? Est-ce que tu as des demandes de certains pays qui disent hey, « moi, j'aimerais ça
Les vendre au Québec, mon entreprise ou mes produits, mes services? On en a très peu dans ce sens-là parce qu'on n'accompagne on n'accompagne pas les gens au début de leur expérience. Ouais. OK? Ils sont déjà dans... Ouais, ceux qui sont déjà là et qui n'y arrivent pas parce qu'ils pensent que le Canada et les États-Unis, ça marche pareil. Alors que les États-Unis, des fois, ça marche par distribution, puis le Canada, ça passe en one-to-one, en bedaine à bedaine. Mais non, nous, on aide nos PME à accélérer le processus. Tu vois, on a une grosse PME qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires. Un milliard? Ils sont dans une vingtaine de pays, donc on les accompagne à optimiser. Des gros clients, ça? Ça commence à être un client sympathique. Mais ce qui est intéressant après 20 ans d'expérience, c'est que tu t'aperçois que c'est toujours les mêmes bons ingrédients qui fonctionnent. Ce qui change, c'est l'ampleur du projet. Tu sais, puis quand je fais quelques interventions c'est la même recette. Dans des startups, je dis vous êtes chanceux parce que vous allez pouvoir commencer tout de suite à optimiser chacun de vos clients puis de vos actions, tout de suite. Oui. Tu n'as pas rien à reprendre. Non, c'est ça. Exact. Tu pars à zéro. Donc, c'est ça. Donc, on est vraiment dans ce mouvement-là. Et en 2024 puis 2025, il y a des gros questionnements sur mon équipe de vente, ma force de vente. Toi-même à l'interne, là. Oui, on parce que toi, tu vas vous coacher vous-même. Là. Vous avez toutes les, comme on dit, vous avez cordonnier bien chaussé. On essaye. Oui. On essaye. Vous êtes combien là, dans l'équipe? Écoute, maintenant, on est 9 au Québec, on est 3 en Ontario, 1 à Vancouver, 2 en Californie. On est en train de regarder en ce moment en Caroline du Sud. Donc, on est en train de se développer avec des partenaires qui sont déjà locaux, qui sont comme nous, qui pensent comme nous, qui ont une belle valeur, des coûts de client, d'accompagner le client. Puis, on leur ramène nos outils, tout ce qu'on a développé pour aller... C'est comme des franchisés? Ou... Non, c'est vraiment des partenaires. C'est des partenaires. C'est vraiment des partenaires. Mais ils sont autonomes. Ils sont autonomes. Avec l'objectif de, si on va former, là, tu vois, on est en train de pourparler avec une grosse compagnie canadienne qui a des forces de vente un peu partout. On est capable de les accompagner partout. Parce que, tu sais, avec Halifax, on est capable de former en 35 cultures. Parce que tu ne formes pas des Coréens à la négociation comme tu formes des Mexicains ou comme tu formes des Québécois. Là. Donc, même si j'allais dire, la recette du pudding est toujours la même, mais à un moment donné, c'est pas les mêmes épices, c'est pas les mêmes ingrédients, c'est pas la même... Donc, il faut être capable de se rapprocher du terrain. Est-ce que ça se passe tout le temps en anglais ou on s'adapte d'une langue à l'autre? Notre plateforme de e-learning est en 17 langues. Hey, wow! Bravo! C'est pas vrai que tu formes des vendeurs québécois en anglais de la même façon que quand tu les formes en français. Ouais. Parce que quand c'est pas ta langue, puis ça a été démontré, puis ils en parlaient encore dernièrement. Même si c'est ta langue seconde que tu maîtrises bien, pareil, c'est pas... T'en perds des bouts. Écoute, les chercheurs sont en train de se poser des questions. On publie plus en français, puis les chercheurs francophones sont pénalisés, même ils sont complètement bilingues, versus les chercheurs. Puis la différence entre un chercheur et un vendeur, c'est que le chercheur, il a le temps. Un vendeur, quand tu es face au client, là, tu sais, moi je dis toujours, on peut pas former des vendeurs. Former des vendeurs, c'est un échec. Il faut transformer leurs réflexes. Parce qu'il n'a pas le temps d'aller chercher dans son livre la réponse. Si tu as formé un comptable au nouveau logiciel ou un nouveau logiciel, il a le temps d'aller demander à son collègue, il est où le bouton? C'est quoi la page 49? Et quand je suis rendu en Arizona face à mon client, là, puis je suis en train de négocier un gros contrat, là, c'est pas le moment de sortir ton manuel. Là. C'est là. Tu comprends? C'est là qu'il faut que tu... Donc, former des vendeurs, j'ai toujours dit, c'est voie à l'échec. Il faut les transformer. Parce que ça va trop vite. Faut leur faire développer certains réflexes. D'où simulation avant-après. Oui. On a une andragogie qui est très développée, qui est chronophage, mais qui transforme les choses. Les 2 grands principes, c'est... Puis je parle ça aux managers, parce que les managers, on est des agents de changement dans nos organisations, Absolument. de plein de choses. Il faut qu'on touche à un concept de 7 façons différentes pour se l'approprier. Et la NASA a démontré qu'il fallait le faire 21 fois pour que ça devienne un réflexe. Ça fait 7 fois 21? Donc, quand tu le fais 7 fois, ça fait déjà 7. Il t'en reste plus que 14 à faire, tu comprends? OK. Mais ça veut dire qu'il faut que tu l'écoutes en e-learning, il faut que tu les joues en simulation, il faut que tu les partages avec un collègue, il faut que tu les mis dans un tableau, il faut que tu les écris, il faut que tu les répètes. On fait de la vidéo asynchrone, les gens s'enregistrent plusieurs fois pour avoir ce qu'ils veulent. Puis après, tu finis par une simulation. Et là, il y a un gap, parce qu'on a un heatmap des performances, là. Il y a un gap incroyable. Et à la fin, les vendeurs nous disent, je travaille moins,
pour plus de résultats. Mhm. C'est ça qu'on veut. Ben oui. On ne veut pas qu'ils travaillent 70 heures semaine. Non, non. Ils le font déjà. C'est facile. Ben oui. C'est ça. C'est pas de travailler. Comment il dit, les jeunes, j'aime beaucoup quand je vais à l'université avec le groupe Entrepreneuriat Laval, que je salue. Il dit, on travaille moins, mais on travaille mieux. Ben oui. Ben oui. D'ailleurs, dans notre scoop, on part un gros programme à l'Université Laval. On va le sortir dans une semaine ou deux. Tu es le premier à le savoir. Oui. Ouais, sur les gestionnaires des ventes. 12 semaines de formation. Ah oui. Sur justement comment construire un département de vente robuste. Oui, parce que là, tu nous le dis, on a l'eau à la bouche de le faire, mais tomber dans le concret, on n'aurait pas assez d'une heure. Là. Non. Et si je le résume, là, prendre ton objectif de vente Oui. et le transformer en activité hebdomadaire. Oui. Ça, c'est mon architecte-ingénieur. OK? Donc, comment je passe d'un à l'autre? Parce que c'est les activités qui vont me permettre de générer les résultats. Et comment je vais me développer comme coach pour s'assurer que mon équipe est équipée pour faire leurs activités le plus facilement possible et naturellement possible. Parce que quand c'est naturel, j'ai le temps de m'occuper du client, j'ai le temps de l'écouter, j'ai le temps de l'accompagner. Et jour après jour, si je fais les bonnes activités, théoriquement, je devrais me rendre aux objectifs. Puis si je ne me rends pas aux bons objectifs, et quand je sors ma boussole, quand je suis en train de faire ma traversée, ben, je vais corriger mon tir sur me réaligner en permanence. En fonction de mon but, mon objectif. Qui fait que quand je me fixe un objectif dans 12 mois et que j'améliore mon équipe jour après jour, peut-être que mon objectif, il n'est plus le même. Hein? Non, il peut changer. C'est vivant. Hein? Ben oui, parce que tu mets un objectif par rapport à ce que tu sais de ton équipe et ton marché. Mais dans 12 mois, il peut se passer le pire comme le meilleur. Donc, un objectif, c'est aux 3 mois que ça se challenge. Tant que ça? Oh oui. Ah oui? Oui, oui. Puis, dis-moi, pendant que tu parles d'objectifs, tu sais, on entend des fois objectifs court terme, moyen terme, long terme. Ça, c'est mardi, jeudi, puis vendredi, ça? Oui, non, mais j'aimerais ça t'entendre. Tu sais, des fois, les entrepreneurs, on se dit, bon, moi, ce prochain trimestre, là, bon, on travaille sur tel dossier, tel avancement. Ça pourrait être ça, exemple, le target, on va dire, tu sais. Et comment est-ce que je peux l'évaluer? Tu sais, je vois-tu... là, tu me dis, crème, mais moi, je pensais que c'était annuel. Là. Puis il y a sûrement des gens aussi, beaucoup comme moi, qui pensent ça. Ben, ça prend une vision annuelle de l'organisation parce que si je veux croître de 15% mon chiffre d'affaires, il y a peut-être un impact sur l'usine, sur la structure de l'usine. Ouais. Tu sais, il y a des choses qui sont lourdes à mettre en place. On dirait, mettons, que c'est pas un objectif plus long terme. Oui, c'est ma mini étoile du Nord, tu sais. Ma vraie est dans 5 ans, là, mais c'est ma mini étoile du Nord. C'est ma première étape avant de me rendre dans l'Everest. OK. Mais après, il faut que je regarde qu'est-ce qui va se passer au milieu. Si je vais plus vite, tant mieux. Mais il faut que l'organisation aille plus vite parce que c'est des ressources humaines à embaucher, c'est des usines à agrandir, c'est des robots, c'est des gens à former. C'est de l'équipement. C'est de l'équipement, tu sais. Une fois que c'est vendu, l'aventure commence, là, dans une organisation. Un coup, ça, c'est bon. Ça, là, je veux qu'on patine là-dessus parce que... Et donc, si tu veux doubler ton chiffre d'affaires, ça m'arrive souvent quand dans 5 ans. Quand ta vente est faite, c'est là que ça commence. Ben oui. Ah oui! Il y en a qui pensent que parce qu'ils ont fait la vente, c'est fini. Je travaillais dernièrement avec des équipes d'agents immobiliers. Et c'est un bel exemple parce que eux, quand ils vendent la maison de quelqu'un, ou que toi, tu cherches une maison, ils réussissent à te la vendre ou vendre la tienne, ben c'est là que ça commence. Ah, mais là, à un peu, on a travaillé fort, on a fait ça, on est allé voir le client, on l'a fait visiter. Non. Quand tu as vendu, tu commences. C'est bon, c'est exactement comme tu dis. Tu sais, moi, j'ai toujours pris l'organisation comme une course à relais. Ouais. Le marketing va te dire sur quel terrain aller jouer parce qu'il y a des bâtons à relais à ramasser. Ouais. Donc là, l'équipe de vente va aller sur le terrain parce que c'est leur force d'aller là-dedans. Puis on va les entraîner pour courir plus vite. Donc, ils ramassent le bâton. Puis après, il va le passer à l'ingénierie. Il va le passer à... Donc, c'est une course à relais. Donc, si je passe mal mon bâton à un moment donné, il va tomber quelque part. Mon client ne sera pas satisfait. Ah, c'est ça, exact. À la fin de l'histoire. Donc, le bâton de la satisfaction du client, ça commence par le vendeur. Donc, ça veut dire vendre la bonne chose. Ça veut dire, tu sais, puis... La bonne chose au bon client. Au bon client, avec les bonnes promesses. Avec les bonnes promesses. Tu sais, je ne veux pas rentrer là-dedans, là, mais non. On ne rentre pas là-dedans. Mais c'est tellement important. Puis après, ben, il y a toute la chaîne, jusqu'au shipping, jusqu'à la livraison, jusqu'au service à la prévente, jusqu'à la garantie, parce que
écoute, j'ai jamais réussi à remettre la main dessus. Là. C'est peut-être que tu l'as déjà vu. Dans les années 70, il y avait un film, 70-80, il y avait un film qui disait « Qui a tué la vente? » Puis tu voyais un vendeur qui vendait, puis tu voyais jusqu'au shipping. Puis finalement, le gars qui livrait, là, c'était un cochon. Là, il faisait n'importe quoi. Puis il se mettait à la place du président quand il garait avec son camion. Ah oui. C'est lui il insultait tout le monde. C'est lui qui a tué la vente? Et c'est lui qui a tué la vente. Puis le vendeur, il ne comprenait pas comment ça se fait qu'il n'était pas capable d'avoir une deuxième vente. Oui. Puis l'image était forte. Là. Oui, mais c'est encore très actuel. Là. C'est encore très actuel. C'est bon. Est-ce que ça va être un peu ça, là, le cours à l'université? Est-ce qu'il va y avoir ces graines-là, sûrement? Oh, il va y avoir plein de graines. Écoute, c'est sur des modules, il va y avoir un... Oui, on fait un diagnostic individuel, indice de maturité, le fameux 206 questions. On fait un test Atman pour évaluer les compétences, quel style de gestionnaire je suis, quel leadership, parce qu'il y en a plein. Hein? On peut dire, selon les livres, tu peux passer de 2 à 250 styles de leadership. Ils sont tous bons à partir du moment qu'ils sont bien utilisés à la bonne place. Donc, on commence par ça, puis ton directeur des ventes, il va partir avec son propre plan, ses objectifs. Puis nous, à travers le cours, donc on a une partie sur la structure, une partie sur le leadership, il va remplir sa recette. Tu sais, il a prévu un set service samedi soir, puis il veut faire du poisson, il veut faire ci, alors que l'autre, il veut faire un barbecue avec cette chose, il va remplir son plan de vente en fonction de là où il est, et nous, on va l'accompagner. Écoute, il y a un tiers du temps, c'est du coaching individuel. Parce qu'il faut faire une différence. Puis, ça n'existe pas d'école de vente. Hein? Il y a 5 universités aux États-Unis qui en font dans le Michigan. Là. Je parle avec un des professeurs qui veut travailler avec nous. Ils vont appeler ça... marketing, développement des affaires, etc. Mais c'est la seule fonction qui écrit des signes positifs dans les états de résultats. C'est vrai. Toutes les autres fonctions, elles mangent l'argent qu'on a rentré. Ben oui, c'est des pertes. Donc, c'est de l'investissement, on va dire, pour livrer de la valeur. Oui. Mais c'est la ligne la plus importante parce que quand elle commence bien en haut, on a les moyens d'aller plus vite, de mieux servir le client, de donner du service à la hauteur qu'on aimerait pouvoir y donner. Est-ce que tu prends encore des clients? C'est rare, mais oui, j'en prends encore. OK. Oui. Comment ça fonctionne? Les gens te rejoignent. L'idéal, c'est d'aller sur ton site web. Tu veux qu'ils aillent te voir sur LinkedIn, un petit coucou? Oui, coucou sur LinkedIn. Moi, j'aime bien commencer par, on se fait 1 heure, ça coûte rien, on échange, on réfléchit. Si je peux amener de la valeur, tant mieux. Si c'est non, je réfère à quelqu'un d'autre. Ta page perso? Ma page perso, oui. Rodolphe Meunier. À savoir que Meunier s'écrit M-E-Y. Hein? M-I-E-R. Mais Celsius Solutions, c'est facile à trouver. Oui, Celsius Solutions. Celsius Solutions Vente, on est quand même les seuls à s'appeler comme ça au Québec. Et puis, tu sais, c'est cyclique. C'est-à-dire qu'on met un gros morceau chez un client, puis après, il faut le laisser vivre avec, il faut laisser... Faire ses erreurs. Parce que, ses essais. Tu sais, moi, je livre un 75%. Le 25%, il faut le vivre, il faut l'user, ce qu'on a mis en place, il faut le tester. Oui, c'est vivant. Puis après, on va rentrer pour une habilité. Après, on va rentrer pour un recrutement. Après, on va faire... Puis hop, on revient sur un gros morceau. Parce que là, c'est pas écrit, mais là, on le sait maintenant, là. Parce que c'est vrai. À cause que ça t'a été demandé? On a pris la décision de le faire parce que... Tu avais la demande? Tu recrutes pas un vendeur comme tu recrutes n'importe quelle autre fonction dans une organisation. Non, ça, oui. C'est des choses différentes. Puis, les gens aux ventes, c'est spécial. Hein? Tu sais, j'ai toujours dit, un vendeur, la première chose qu'il sait faire, c'est se vendre. Ouais. En entrevue, il faut passer au-delà de ça. Ouais. Quel style de vendeur? Tu sais, si je vous donne un exemple tout simple. Moi, j'aime bien faire le parallèle au... Tu sais, le métier de vente, c'est hyper large. Tu peux avoir un vendeur qui vend des Woolly Waller 2005 au marché Jean Talon. Non, absolument. Ou un vendeur qui vend des barrages nucléaires en Chine. Comprends? Absolument. Ils n'ont peut-être pas le même salaire. Non. Mais c'est sûr. Et ils n'ont pas les mêmes habiletés non plus. Mais c'est pas la même clientèle, c'est pas le même produit, le service, c'est quoi? Donc, quand tu passes en recrutement, quelqu'un que tu veux qu'il fasse du conseil, qu'il accompagne le client, qu'il écoute le client, même si ce que tu vends, c'est le catalogue, si tu veux être un partenaire, il faut l'écouter. OK? Moi, j'aime bien la question piège. Allez, je vous donne un truc. Je lui dis, quand je commence en truc, je dis, moi, mais parle-moi, écoute, t'as un beau CV, Régent, j'adore ça. Parle-moi de toi, puis raconte-moi un peu ta vie, là. Puis là, si tu te mets à me parler pendant 25 minutes, là, t'es mort, c'est fini. L'entretien est fini. Ouais. Moi, je veux entendre de Régent. Écoute, Rodolphe, t'as vu que j'ai quand même beaucoup d'expérience. Qu'est-ce qui est important pour vous comme organisation? Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Puis d'ailleurs, est-ce que c'est un nouveau poste ou je fais un remplacement?
Moi, je veux un vendeur qui, en entrevue, me pose des questions. Et voilà. S'il me pose des questions en entrevue avec il est intéressé, il a de l'écoute. Il va poser des questions. Il veut aller... Oui, absolument. Tu comprends? Ça, c'est une clé. Les gens qui nous écoutent ou qui ont des gens autour d'eux qui sont en recherche, même si on est plein d'emploi, là, on s'entend qu'il y a des gens qui veulent peut-être, qui aspirent à d'autres choses. On est rendu à 7% chez les jeunes au Québec. On était à 1,3 il y a 1 an et demi. On est rendu à 7% de chômage. Hein. C'est en train de basculer. Ah oui, c'est énorme. Oui, on lisait les statistiques hier sur, je pense, dans la presse. On va dire quoi, les 25 ans et moins? Les 22-32. Ah oui? Ouais. Ouais. On est rendu dans l'équilibre optimal entre la job et Et ça serait pourquoi? Pourquoi? Y a-t-il l'immigration. Oui, beaucoup. L'immigration, l'automatisation. Les gens ont changé de façon de travailler, les organisations. Donc, il y a eu c'est beaucoup de facteurs là, qui a fait que ça a changé. Ben, en tout cas, on va souhaiter que ça rebaisse. Ben, il faut. Mais il faut. Il faut. Hein, parce que Ouais. on a besoin de ces Mais pas gens. trop, parce que sinon, la Banque du Canada va continuer à augmenter ses taux c'est toute d'intérêt. une chimie, là, je sais. Si on tombe... Ça, c'est un autre sujet. Oui, si on tombe là-dedans. Là. Rodolphe, écoute, j'aurais quasiment le goût de te laisser le mot de la fin en terminant, parce que je veux que tu nous parles un petit peu aussi dans la conclusion de ce qui s'en vient là, prochainement. Avec les États-Unis, peut-être. Ah, de nous dans le marché? Ben oui. Ben, écoute, je vais faire ça vite, mais ça, nous, on se développe sur l'Amérique du Nord pour continuer encore mieux à suivre nos clients puis les accompagner de façon globale et organisationnelle. Puis, moi, j'aime bien finir sur des choses que je vois dans les tendances. Réfléchissez sur, aujourd'hui, si vous êtes un entrepreneur, que vous nous écoutez, jusqu'à quel point votre fonction de vente est robuste et capable de passer à travers tout ce qu'on ne sait pas qui va arriver. Mm-hmm. Dans les 5 dernières années, il est arrivé une chose chaque année. Chaque année. C'est quoi que les chances qu'il va arriver quelque chose l'année prochaine? 100%. C'est une certitude. 100%. Je suis prêt. Parce que mon organisation a tous les capteurs. Puis les capteurs, c'est nos vendeurs et nos marketing, bien entendu. Donc, soyez prêts à optimiser ce que vous avez maintenant, votre marge, vos ventes. Ramassez ce qu'il y a à ramasser. Puis quand on a plus de moyens, ben, on peut aller plus loin. Yes, c'est cool. J'aime ça. Moi, j'ai pris un cours aujourd'hui, vente 101. C'est sûr. Il faudrait que j'aille prendre un verre avec toi, luncher avec toi plus souvent. Oh, yes. Rodolphe Meunier qui est avec nous aujourd'hui. Celsius, écoute, c'est facile, hein? Facile à trouver, le nom. Rodolphe. C'est le mot le plus cité par jour au Québec. C'est pour ça qu'on s'appelle Celsius. Pour vrai? Ben oui, t'écoutes la météo. On parle toujours de la météo au Québec. Oui, puis les Celsius, c'est Ben vrai. oui. Ouais. Tandis qu'aux États-Unis, ils vont dire les Fahrenheit. Ouais. On avait essayé ça, mais Non. Personne n'aurait pu l'écrire. C'est vrai, hein? Ben déjà, Celsius, 80% des gens l'écrivent avec un C au milieu alors que c'est un S. Ça, je savais pas, ça, avant oui? que j'appuie. Un S au milieu puis un S à la fin. Ouais. Ah. Ouais. Moi aussi, j'aurais mis un C, je pense. Oui, comme 80% des gens. Ah, Parce ouais? qu'on est habitué à avoir le symbole C. Tu sais. Oui, on voit le C. Donc, ouais. du coup, j'étais obligé de déposer les deux noms. Puis là, ça t'appartient les deux? Ouais. Celsius, si on fait celsius.com, on va tomber chez Tu vous. fais celsiussolution.com avec un S ou un C au milieu, tu tombes chez nous. Tombe chez vous. Yes, sir. Rodolphe Meunier qui est avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Régent, c'est un plaisir immense. Rodolphe, c'est toujours le fun de t'écouter. Écoute, on boit tes paroles, c'est le fun. Puis tu le fais avec passion. Tu sais, tu le fais pas pour vendre ta salade, comme on dit. T'es le vrai vendeur. C'est ça. On t'a acheté aujourd'hui. Le C'est passionné. ça. Les gens veulent pas se faire vendre, les gens veulent acheter. N'oubliez pas ça. Dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir. Ben non, on le sait jamais, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.